Je te donne le go. Ouais, ouais, ok. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je m'appelle Alban Renaud. C'est moi qui gère et coordonne le club agro de la CCIFC. Je suis avocat pour le cabinet d'Altis et je suis spécialisé en partie en agriculture et agroalimentaire. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le transport et la logistique des produits agroalimentaires en Chine. Situation et perspective. Comme vous le savez, on sort d'une phase de fermeture à Shanghai qui a duré près de 60 jours en raison des mesures anti-Covid. Il y a eu pas mal d'impact sur les chaînes logistiques. Donc, on souhaitait organiser ce webinaire et ce groupe sur cette thématique afin de pouvoir faire un point d'actualité. Nous aurons comme intervenant Bolloré Logistique avec Jérôme Brochard et Jérémy Mousset qui nous parleront de l'état du transport et de la logistique en Chine dans l'agroalimentaire, pardon, de la situation du transport et de la logistique maritime. Et ensuite, nous aurons Fanny Fan et Johan Chier de Sodexo qui nous parleront, elles, de l'état du transport et de la logistique en Chine dans l'agroalimentaire. Leur présentation, par contre, sera en anglais pour des raisons pratiques. Les autres présentations resteront en français. Et enfin, nous aurons Benoît Vaillant de la Coperle qui nous donnera un peu son témoignage et son retour d'expérience par rapport à la situation. Avant de commencer sur la thématique principale, je vais tout de suite donner la parole à François Blanc, notre conseiller agricole, pour nous faire très rapidement un point sur les relations bilatérales dans le secteur agroalimentaire. François, la parole est à toi. Bonjour à tous. Merci Alban. Donc un très bref point sur les relations bilatérales qui se poursuivent, aussi bien à un niveau technique et à Pékin, avec des échanges avec nos partenaires principaux que sont le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales, et en ce qui concerne les ouvertures de marché avec deux administrations principalement, les douanes chinoises, la GAC, et l'administration chargée de la régulation des marchés, la SAMR. Donc, nous avons des points réguliers avec ces diverses administrations sur ces dossiers. En outre, les contacts se poursuivent également et là aussi sont réguliers sur tout un ensemble de sujets, dont les sujets agroalimentaires, au niveau du ministère des Affaires étrangères par nos collègues de la chancellerie, donc entre diplomates. À cela se rajoute, et nous espérons que nous pouvons penser que ces contacts vont s'accélérer désormais, alors que nous sortons et que nous allons sortir d'un cycle électoral, des contacts à plus haut niveau, donc entre ministres. La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, a déjà eu un contact téléphonique avec son homologue, et dans les mois qui viennent, vont reprendre un certain nombre d'échéances, notamment un dialogue économique qui se tient entre le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et toujours Bruno Le Maire, donc, et son homologue chinois, le vice-premier ministre Hu Chunhua, qui, bien entendu, porte sur des sujets divers, mais notamment agroalimentaires, notamment en termes d'ouverture de marché. Et bien entendu, les entretiens entre les présidents de la République, eux, n'ont jamais cessé. Ils sont d'une particulière densité, notamment dans la période actuelle. Et là aussi, c'est une occasion d'évoquer de multiples sujets prioritaires, mais également les sujets qui nous concernent. La reprise des déplacements est une perspective sans doute plus lointaine, mais pas complètement hypothétique. Et nous pourrions avoir, sous des modalités qui restent à définir, une telle reprise dans les derniers mois de l'année 2023, bien entendu, en fonction de la situation sanitaire qui prévaudra à cette occasion. Un dernier point pour signaler une autre échéance, celle-ci au niveau européen, le dialogue économique de haut niveau, High Level Economic Dialogue, qui était prévu fin juin, début juillet, qui sera vraisemblablement un peu repoussé, mais qui constitue là aussi une occasion d'évoquer les sujets économiques qui sont d'intérêt pour les Européens et donc la France, et pour la partie chinoise,
et qui devrait se tenir également dans les mois qui viennent. Voilà pour ce bref point sur les relations bilatérales, bien entendu, jusqu'à ce que les échanges et les visites physiques, si j'ose dire, puissent reprendre. Elles se limiteront essentiellement à des rencontres en visio ou par téléphone, mais elles n'en sont pas moins importantes pour à chaque fois rappeler nos intérêts et demander et les évoquer et demander à ce que nos attentes soient prises en compte. Suite à ce bref point, donc Alban, je te rends la parole pour le thème de notre journée. Merci. Merci François. Alors, avant simplement de commencer, de laisser la parole à Bolloré Logistique, je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, à les écrire dans le chat ou dans le, je crois qu'il y a une session Q&A aussi, Alex, c'est ça? Oui, et dans la session Q&A, et nous prendrons les questions à la fin des présentations. Donc voilà, bah, écoutez, sans plus attendre, je laisse la parole à Jérémy Bronchard et Jérôme Bronchard et Jérémy Mousset de Bolloré Logistique. Allez-y. Bonjour à tous, merci Alban. Merci de nous avoir invités pour cet atelier donc, qui va parler un peu de transport logistique et on va dire en global et ensuite focus effectivement sur l'agroalimentaire, le but de votre atelier. Jérôme, si ça te convient, je commence. Oui. Ok, très bien. Alors, on a prévu un petit support. Donc, est-ce que cela fonctionne? Très bien. On voit bien, c'est bon. OK. Bon. Donc, écoutez, comme je vous le disais, déjà, je vais me présenter quand même rapidement. Je travaille donc pour la société Bolloré Logistique Chine. Et bien que mon cœur de métier ne soit pas l'agroalimentaire, je suis responsable du développement de la route Chine-Europe, avec un focus tout de même sur la France. Et Jérôme, je pense que je peux te laisser également te présenter. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Donc, je suis Jérôme Bronchard, responsable commercial chez Bolloré depuis 20 ans. Je suis basé sur l'agence de Rennes et j'ai la chance d'accompagner une très large clientèle export dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, les industriels qui nous font confiance sont spécialisés par exemple dans les produits laitiers, les produits carnés, ovins, porcins, les produits avicoles et les fruits et légumes par exemple. Donc comme Jérôme vous fera un point beaucoup plus pertinent sur la logistique du transport et notamment de transport et la logistique sur l'agroalimentaire, notamment ce qu'il peut voir en France, parce que c'est son quotidien. Quant à moi, je vais me baser sur une vision un peu plus globale de ce qui se passe depuis maintenant 2 ans sur un secteur qui est un petit peu en souffrance, disons. Donc, très rapidement, quand même, pour vous dire qui nous sommes, je pense que certains nous connaissent, d'autres non. Donc, juste le groupe Bolloré, hein, c'est un groupe qui a maintenant 200 ans d'histoire, qui est un groupe familial qui est divisé en 3 secteurs principaux, puisque nous sommes sur le transport et la logistique, la communication et les énergies. Donc, récemment, on a beaucoup parlé de nous sur cette partie communication. Donc, Jérôme et moi travaillons pour cette partie transport et logistique, et notamment dans la business unit qui est donc la logistique et qu'on appelle chez nous l'International Freight Forwarder. Donc, notre réseau mondial, voilà, nous sommes implantés partout dans le monde avec environ 111 pays et environ 21 000 collaborateurs, c'est plus de 603 sites, avec nos marchés principaux forcément qui sont l'Europe pour nous, l'Asie et l'Afrique. Donc, sans plus attendre, rassurez-vous que je ne fais pas une présentation de Bolloré, j'essaie seulement de vous donner un contexte. Notre présence en Chine, puisqu'aujourd'hui, on se focusera beaucoup sur l'axe Chine-France, hein, qui voit le plus de nos échanges, en tout cas sur l'agroalimentaire, ce qu'on appelle chez nous le FNR, donc Food and Reefer. Donc, pour vous donner une idée, en Chine, nous sommes présents, nous avons 36 bureaux, environ 1250 personnes.
avec nos exports aériens qui représentent environ 60% contre 40% de nos imports, et nos exports maritimes qui, eux, sont de 85% contre nos imports. Forcément, en étant en Chine, nous sommes beaucoup plus focus sur la partie export. Pour ce qui est de la France et Outre-mer, donc pareil, là aussi, nous sommes présents sur environ 62 bureaux, environ 4200 personnes. Et donc, comme vous pouvez le voir, 2 bureaux principaux ici à noter que sont Rennes et Rungis, qui s'occupent notamment justement de toute cette partie FNA, que nous appelons, donc agroalimentaire. Rennes étant très focus sur la partie maritime, Rungis, quant à eux, focus sur l'aérien, et notamment de produits périssables réfrigérés. Jamy, on vous a perdu. Est-ce que vous nous entendez? Sport de France sur le reste du monde, avec une dominance en Asie, puisqu'on est 21% de nos volumes donc, sont sur l'Asie, pour 9% dédiés à la Chine. Les autres grands secteurs, comme vous pouvez le voir, on a des marchés qui prédominent sur le West Afrique, Indies et Middle East, sont nos marchés dominants. Ça, c'est pour cette partie reefer. Donc, c'est pour ça que Jérôme pourra vous donner bien plus d'informations plus tard. Également, et je le mentionne à l'oral, Rungis aussi, qui opère un total de 16 200 tonnes d'air fret, avec 10% de leur volume sur la Chine, et ça dans le périssable. OK, donc je vais passer à une discussion globale du marché du transport et de la logistique, en essayant de ne pas trop refaire l'histoire et de s'attarder un petit peu sur les grands événements qui ont eu lieu, la situation que l'on voit à l'heure actuelle et des récents événements que sont la guerre en Ukraine et le lockdown en Chine, qui a quand même pas mal affecté le trade, notamment les 2 trades principaux ici, on verra, qui seront la France, l'Europe et les Amériques en Pacifique. Alors, d'un point de vue air fret, pour certains, ce n'est pas le plus gros focus, mais c'est intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé sur le marché mondial. Donc, on identifie ici deux grands événements qui sont donc le début 2020 et le prochain événement sera donc là, ce Q1 2022. Donc, début 2020, le Covid arrive en Europe majoritairement, aux US, mais va petit à petit devenir des niveaux mondiaux. Et donc, en fait, on a vu directement une chute des capacités et une chute de la demande drastique. Alors, on le sait, les économies ont ralenti, les vols ont complètement arrêté pendant 3-4 mois. Environ, sachant que pour le secteur de l'aérien, ce qui est intéressant de noter, c'est que 80% de la capacité mondiale en aérien est due aux vols qu'on appelle PAX, donc les vols passagers. Donc, petit à petit, l'activité va reprendre pour l'année 2020 et 2021, graduellement. En revanche, les vols internationaux, et notamment avec la Chine, eux, n'ont pas repris. La capacité est toujours extrêmement faible et basse. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on a vu une envolée des prix d'un point de vue aérien et une bataille sur les espaces depuis maintenant à peu près 2 ans. La situation a commencé un petit peu à s'améliorer sur la fin année 2021, ce que vous pouvez voir sur le graphique. Ce n'est pas tellement dû à une vraie amélioration, ou en tout cas, ça ne traduit pas exactement l'axe Chine sur l'Europe ou Chine US, mais plutôt en fait le nombre d'avions passagers qui sont revenus sur le marché, parce qu'en Europe, les transports ont été ouverts. On va dire que globalement, autour du monde, les transports ont repris, le tourisme a repris, très doucement, mais toujours. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette évolution. Important de noter que par rapport à 2019 et aux années précédentes, la majorité de la capacité vient donc des avions cargo, qui sont donc affrétés directement par les compagnies, ou alors des intégrateurs fretteurs. Et ça, notamment, c'est les avions opérés par des compagnies telles DHL
UPS, etc. Donc, c'est quand même assez impressionnant par rapport à 2019 de voir que 44% sont des intégrateurs affréteurs et 16% de la capacité du charter. Donc, pour refaire l'histoire, on arrive sur fin 2021 où cette capacité augmente petit à petit. Et là, donc, début 2022, deux événements qui vont un peu chambouler donc, ce transport aérien qui commençait à revenir. Donc, la guerre en Ukraine dans un premier temps. Donc, deux conséquences de la guerre en Ukraine, c'est perte de capacité puisque les compagnies russes, notamment Airbridge, Aeroflot, ont été pour la plupart boycottées, pour la plupart des compagnies étrangères, et ont aussi perdu pas mal de droits de vol. Et également, les autres compagnies aériennes en fait, ont dû rerouter leurs services, pour éviter en fait, de survoler l'espace aérien européen qui était un petit peu sensible dû à cette guerre Ukraine. Donc, on a vu un changement au niveau des transit times et des routings et un changement également, puisque une augmentation de la fuel. Alors, ça vient de cette guerre en Ukraine, il y a plein de raisons pour ça, mais effectivement, l'augmentation de la fuel. Donc, nouvelle tension sur le marché aérien. Cependant, juste après ça, en Chine, on arrive sur un lockdown général. Et donc là, en fait, clairement, ce qu'on voit sur le graphique, c'est qu'effectivement, il y a une perte de capacité, mais il y a aussi une énorme chute de demande. Donc, ce sera un petit peu les mêmes commentaires que je ferai pour le maritime. Donc, je ne vais pas perdre beaucoup de temps sur l'aérien. Mais globalement, donc perte de capacité, pas de demande. On a eu les CFS fermés, les aéroports fermés, le manque de personnel aux aéroports. Tout simplement les compagnies aériennes qui ont évité de voler sur la Chine. Et aussi le problème de trucking interprovince qui a aussi pas mal affecté ce niveau aérien. Donc voilà pour la situation aérienne qui est pour les mois à venir pas forcément prête de s'améliorer puisque je ne pense pas que la Chine réouvre les frontières d'ici là et que les avions, on appelle donc les PAX, les avions passagers puissent reprendre leur vol, ce qui fait que la tension sur l'aérien et sur les espaces, sur les espaces en aérien va rester sûrement la même, en tout cas pour l'année à venir 2022. Alors, ça peut affecter pour certains qui font donc de l'agro en aérien, notamment l'import à Shanghai ou CGO d'ailleurs, puisque c'est le hub ici au centre-Chine. Voilà un petit peu pour la partie aérienne, globalement. Maintenant, sur le fret maritime, donc le gros morceau le fret maritime. Alors, on avait déjà fait cet atelier au tout début du Covid. Donc, je vais reprendre un petit peu les mêmes commentaires, mais là, tout de suite, ce que vous voyez, donc c'est intéressant d'avoir une idée de l'évolution des prix. Donc, c'est le Drewry World Container Index. Donc, ça ne parle pas forcément de la route Chine-France ou Chine-Europe ou Chine-US, mais plutôt, ça reprend les 8 routes majeures, en tout cas du maritime, et permet d'avoir une moyenne de ce que donne le fret. Donc, en début, comme vous vous rappelez, début 2020, ça a été la crise Covid, quasiment arrêt complet donc des demandes, chute totale donc de la demande, et donc les capacités ont été un petit peu enlevées sur le marché. Alors, je vous rappelle, pour vous donner quelques chiffres, par exemple, 45% de la capacité Asie-Europe avait été supprimée par les shipping lines. Plus de demande, plus d'intérêt d'avoir de la capacité. Et à ce moment-là, le marché transpacifique, lui, continue de fonctionner. Il y avait effectivement en Chine, au tout début, sur un mois, pas mal de soucis en transport interprovince. Sur le camionnage était une des principales, était dans les principales soucis. Il y avait aussi un problème de personnel, de congestion au niveau des ports, puisque les douanes fonctionnaient au ralenti et un petit peu toute la chaîne, en fait, fonctionnait au ralenti. Ce qui se passe, on arrive donc milieu 2020, on n'a pas ça sur le graphique, mais ce qui se passe milieu 2020, fin 2020, l'activité en réalité reprend, et elle reprend plus vite que ce qui était prévu, notamment en tout cas en Europe. Et là, c'est là que les gros problèmes arrivent. Il n'y a pas de bateaux disponibles, puisque sont envoyés sur le Transpacifique et d'autres bateaux sont taqués, et il n'y a pas d'équipement.
Et donc, va s'en suivre ce que l'on voit depuis maintenant 1 an et demi à peu près, une augmentation croissante des prix jusqu'à atteindre des niveaux jamais vus sur le fret maritime, aussi bien à l'import qu'à l'export, bien que l'export Europe, Chine, forcément, est bien moins touché. Et il y a une explication pour cela, c'est le fait que les compagnies essaient de repositionner leurs conteneurs vides dans les pays donc type Europe ou US sur la Chine. Donc, toujours l'import en Chine a toujours été moins touché que les exports. En revanche, au niveau export, les prix ont tout simplement explosé. Et depuis 1 an et demi, on voit tous les mêmes choses. Donc, problème d'équipement, problème d'espace. Ce problème d'espace ensuite se traduit c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit les problèmes d'espace en aérien, puisque beaucoup changent en fait leur export et essayent de mettre leur cargo sur l'aérien ou sur le rail. Mais globalement, maritime, problème d'espace, augmentation des prix. Et on arrive enfin fin de l'année 2021 et début 2022, où on commence à voir une stagnation, disons, sur le graphique, comme vous voyez, c'est une diminution, mais concrètement, on est sur une stagnation des prix, pas d'amélioration sur la capacité. En revanche, ce qu'on voit au début du quarter, donc 2022, c'est une diminution de la demande. Et là vient, donc c'est ce qui s'est passé là récemment, le lockdown en Chine. Là est tout l'impact en fait, et là qu'on voit que la Chine a un énorme impact sur ces trades que sont Chine, Europe et Transpacifique. Vous pouvez le voir sur le graphique à droite également, qui montre cette chute de prix, Rotterdam pour représenter le Nord-Europe et Genoa pour la Med, et Los Angeles et New York pour le Transpacifique. Donc, même situation qu'en début 2020, lockdown ici à Shanghai, problème de trucking majoritaire, demande qui chute globalement. Les compagnies maritimes vont devoir donc réagir. Tension sur les différents ports en Chine, puisque l'import en Chine est devenu quasiment impossible durant ces deux derniers mois. Et là, je vais faire notamment par rapport au reefer, puisque le port de Shanghai, par exemple, il n'y a pas suffisamment de prise pour pouvoir brancher les terminaux. Et vu qu'il y a ces problèmes donc, de camionnage, on ne peut pas évacuer, les ports ne peuvent pas être évacués. Ce qui fait que pas mal de cargo a été rerouté sur les ports type Ningbo, Shenzhen ou même Pékin, par exemple, Qingdao. Mais là aussi, pas forcément évident, puisque la plupart des importateurs ici en Chine, en tout cas ceux qui ont des licences d'import, ne peuvent pas dédouaner partout. Et dans tous les cas, il y a ces problèmes de trucking interprovince qui fait qu'on voit un engorgement des ports. Et pendant ces 2 derniers mois, la partie import, notamment donc pour le food and reefer, a été fortement impactée. Alors, juste pour vous parler rapidement, avant de laisser parler Jérôme, qui lui pourra vous en dire un peu plus, je pense que c'est intéressant de savoir que le point à retenir, c'est que la situation maritime, depuis 2 ans, elle ne s'est pas vraiment améliorée. On va dire qu'elle stagne. Et malheureusement, bien que les prix aient plus que quadruplé de volume, vu que les prix sont de plus en plus importants, les niveaux de service des shipping lines, eux, n'ont pas été améliorés. Alors, il y a pas mal d'explications à ça. Il y avait le fait que les bateaux étaient donc pas sur les bons axes. Il y a eu quelques événements, donc je pense que vous vous rappelez qu'il y a été le canal de Suez qui a été bloqué. C'était en mars 2021. Bien que ce soit seulement sur 1 ou 2 semaines, ça a eu des répercussions. Et d'ailleurs, je pense qu'on en subit encore un petit peu les conséquences de ce blocage. Mais globalement, voilà, pour donner une idée, l'année 2021, bien que on ait vu un record de prix sur le marché, en termes de schedule, en termes de délai, en tout cas de délai tout simplement sur les transit time, c'est tout simplement des records historiques. Ça donne également une pression supplémentaire pour les équipements, et c'est là où, en fait, donc, pour rebalancer ces équipements vides sur les pays d'origine, notamment en Chine,
Et en France, je vais laisser la parole à Jérôme, parce que je pense qu'il pourra vous expliquer en quoi ce problème de schedule, de délai, influe sur l'approvisionnement des reefers et sur l'envoi de reefers. Merci Jérémy pour toutes ces informations pertinentes et que nous vivons malheureusement au quotidien dans nos entreprises respectives. Moi, je vais commencer juste par vous rappeler qu'effectivement, les objectifs majeurs d'un commissionnaire de transport, nous sommes sur un métier de service, donc c'est en soi d'assurer une qualité de service et communiquer des données de transport tangibles à nos clients. Là, effectivement, depuis 3 ans, comme Jérémy est resté figé là sur le Global Schedule Reliability, ça montre bien qu'effectivement, depuis 3 ans, on note une nette dégradation de la qualité de service des acteurs institutionnels. Donc, effectivement, le non-respect des schedules, on voit bien qu'on est passé à plus de 80% en 2019 et maintenant, nous sommes aux alentours de 30% en 2021 et Q1 2022. Donc, c'est-à-dire que globalement, pour essayer d'appréhender l'arrivée d'un navire, les Over-Panamax qui font plus de 20 000 TU sur la route Chine-Europe notamment, il est très dur d'appréhender ces délais. Et donc ensuite, tout a une conséquence sur votre supply chain. La data aussi des compagnies maritimes, donc comme je viens de le dire, est difficile à vérifier. Auparavant, nous utilisions le site web des compagnies. On appelait bien sûr les compagnies au téléphone. Maintenant, nous sommes obligés d'activer 3 leviers. On check d'abord au téléphone avec les compagnies maritimes, on va sur leur site, on utilise le site Marine Traffic et en dernier recours, nous appelons la GMP au Havre, qui est l'opérateur portuaire qui doit normalement nous donner une information qualifiée de la date réelle d'arrivée des navires sur laquelle ensuite nous pouvons effectivement positionner les conteneurs et surtout rentrer les conteneurs pleins sur les terminaux. Je fais le point avec les terminaux justement puisque depuis maintenant plus de 2 ans aussi, les terminaux européens sont saturés. Rotterdam et Hambourg, Dixit, Aropa sont plus congestionnés et plus saturés que Le Havre. Là, je laisserai cet organisme répondre éventuellement sur d'autres slides pour vous expliquer pourquoi. Mais en tous les cas, en France, il faut savoir que nous agissons sur 2 terminaux majeurs que sont TDF, le terminal de France, qui opère à peu près 80% des compagnies maritimes qui viennent ici escaler au Havre, et le TNMSC pour l'Alliance 2M, donc, qui regroupe Maersk et MSC. Comme disait Jérémy, effectivement, sur les terminaux, quand les bateaux attendent devant les ports avec des conteneurs à décharger, et nous, à l'export, avec des conteneurs à rentrer sur les terminaux, bien sûr, nous souffrons d'un manque terrible de prise reefer. Il faut trouver des systèmes D pour effectivement conserver les marchandises dans les conteneurs à température dirigée. Et au-delà de ça, il nous manque aussi des prises de rendez-vous parce qu'il faut savoir que sur chaque terminal, un transporteur ne peut rentrer ou sortir un conteneur vide ou plein sans rendez-vous. Je prends par exemple un exemple factuel. Les transporteurs qui opèrent sur le terminal TNMSC, donc pour Maersk et MSC, depuis plus de 3 mois, maintenant mettent entre 5 et 8 heures pour rentrer ou sortir un conteneur. Donc, c'est ingérable pour les transporteurs. Il faut imaginer les camionneurs rester 5 ou 8 heures dans leur cabine, ne pas pouvoir sortir pour manger ou éventuellement faire d'autres choses. Donc, c'est ingérable. On a essayé de passer par les compagnies maritimes en direct, c'est-à-dire qu'on proposait même le pré-transport à MSC, par exemple, et même eux se sont trouvés dans l'incapacité de gérer, puisque TNMSC étant tellement congestionnés et surchargés, ils avaient de réels problèmes à trouver eux-mêmes des transporteurs pour agir pour leur propre compte.
Donc, ce qui a amené en fait les transporteurs havrais complètement désabusés et donc perdant de l'argent sur chaque tour, ainsi que les armateurs qui utilisaient ce terminal-là, donc MSC, Maersk, mais aussi CMA et APAG sur d'autres trades, pardon. Donc, ont décidé fin avril dernier de mettre en place une surcharge TNMSC de 130 € environ pour compenser légèrement les coûts engagés par les transporteurs. Donc, ça veut dire que quand des transporteurs et même les compagnies mettent en place une surcharge, c'est que vraiment la situation est très compliquée. Au niveau des rendez-vous, par exemple aussi, fin avril, il faut compter entre 4 et 10 jours pour entrer ou sortir un conteneur dry ou reefer, quel que soit le terminal. Donc, ça veut dire que globalement, aujourd'hui, nous sommes le 7 juin. Pour nous, pour pouvoir rentrer un conteneur, nous n'avons pas de place avant le 14 juin quasiment. Donc, tout cela, nous sommes obligés de communiquer en amont vers nos clients, export et nos clients import aussi, pour essayer de trouver avec eux les meilleures solutions, décaler les chargements en usine ou sur les plateformes pour essayer de limiter le plus possible les coûts engendrés par le stockage des conteneurs sur les terminaux. Parce que techniquement, voilà, pour rappel, un transporteur ne peut prendre un rendez-vous auprès d'un terminal que lorsqu'il connaît le numéro du conteneur. Donc, pour l'export, c'est au moment où il sort vide le conteneur, et à l'import, c'est quand effectivement le bateau arrive et qu'on a le numéro du conteneur après sa vue à quai. Ensuite, pour l'export, nous devons jongler avec les dates de get-in qui sont effectivement attachées aux ETA réels des bateaux. Alors, j'insiste sur les ETA réels puisque malheureusement, nous sommes obligés de jongler tous les jours avec justement cette fameuse donnée qu'est l'ETA du bateau sans laquelle nous pouvons agir. Et donc, nous essayons de faire en fonction de cette date-là pour rentrer les conteneurs, donc notamment les conteneurs reefer, pour faire au mieux pour éviter aussi effectivement les surcoûts. Nous avons aussi connu malheureusement beaucoup de cas où les navires avançaient leur date de départ parce que effectivement les boucles que les bateaux mers font en arrivant en Europe, soit Le Havre est le first call et le premier port touché, soit il est le dernier, mais en fonction de la saturation des terminaux, le commandant de bord, l'armateur, excusez-moi, décide de switcher entre un Rotterdam, Hambourg ou Le Havre. Et donc, ce qui fait que parfois, nous nous retrouvons avec des conteneurs pleins, reefer, chargés sur les terminaux, et le bateau avant sa date de clôture, puisqu'il passe 2 jours avant sa date initiale. Donc là, effectivement, encore une fois, on se retrouve avec des conteneurs qui restent planchés sur les terminaux pendant parfois une semaine avec tous les coûts induits, donc que sont les coûts de branchement, les coûts de storage, demurrage et detention. Donc, effectivement, nous devons essayer d'être agiles, de déployer des trésors d'inventivité avec nos clients. Nous essayons aussi d'avoir effectivement le nerf de la guerre, c'est d'avoir l'information la plus accurate, la plus qualifiée possible, afin de nous aussi communiquer envers nos clients pour, encore une fois, charger sur le bon bateau à la bonne date et en essayant d'engendrer le moins de surcoûts possible. Le problème majeur, effectivement, au Havre, que l'on peut rencontrer, c'est aussi justement ce temps des Windows pour travailler les Overpanamax qui sont de plus en plus réduites. À cela s'ajoute le manque de dockers, parce qu'il faut savoir que les dockers se répartissent la tâche en 2 parties. La première partie, c'est la partie des dockers qui vont effectivement brouetter, prendre les conteneurs pleins sur les terminaux pour les emmener près du navire. Et il y a une autre partie où effectivement, là, ils viennent chercher les conteneurs pleins au bout des terminaux que les transporteurs amènent directement des usines. Et on note cruellement un manque de personnel docker.
Et c'est pour ça aussi que tous les mouvements opérés quotidiennement sur les bateaux ne se font pas ou moins bien. Donc, c'est un fait indéniable. En termes d'équipement, comme le disait Jérémy, effectivement, quand un bateau, quand des armateurs font des blank sailing ou des omites, nous nous retrouvons, nous, avec un problème d'équipement en shortage, puisqu'il y a effectivement forcément moins de boîtes vides à arriver, tout trade confondu, que ce soit pour les conteneurs reefer ou les conteneurs qualité alimentaire pour le dry, pour les produits laitiers, les food grade. Sachez aussi que sur ce genre d'équipement, beaucoup arrivent en mauvais état. Donc, ça met du temps autant aussi pour pouvoir les présenter ensuite dans les usines de nos clients. Et encore une fois, il y a un manque de docker pour pouvoir, ce qu'on dit, brouetter ces conteneurs du terminal sur les dépôts privés, là où ils sont réparés. Donc, c'est un peu technique, mais c'est vraiment notre quotidien et c'est ce qui ralentit considérablement la chaîne du transport et impacte les supply chains mondiales. Donc, à notre niveau, à notre humble niveau, la solution serait d'encourager les chargeurs qui participent aujourd'hui à ce webinaire de faire remonter avec nous les informations aux instances concernées via les interprofessions, comme les secteurs des produits laitiers, les produits porcins ou la volaille. Alors, je sais que c'est fait de façon assez régulière, mais effectivement, comme le disait M. Renaud, les élections viennent de passer. Nous avons maintenant, entre guillemets, de nouveaux ministres qui vont, j'espère, prendre le dossier en main pour essayer de faire de Port 2000 un port plus compétitif que cela et mettre moindre à mal les supply chains de nos clients, sachant qu'en plus, nous savons très bien que nos clients font de gros efforts. Moi qui travaille avec des abattoirs régulièrement ou des clients dans les produits laitiers, je vois bien que les plages horaires de ces déchargements pour les conteneurs, on est passé maintenant de 6 heures jusqu'à 20 heures tous les jours, 7 jours sur 7, alors qu'avant, les plages horaires étaient beaucoup plus restreintes. Donc là encore, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Les institutionnels, eux, essayent aussi de nous aider avec TDF qui ouvre, par exemple, cette semaine le samedi. Alors, c'est bon et c'est moins bon. C'est bon parce que c'est un geste des terminaux d'ouvrir le samedi. C'est un peu moins bon pour les transporteurs qui n'ont pas forcément l'envie de travailler le samedi vu les semaines chargées qu'ils pratiquent. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à l'activité reefer et food grade sur le port du Havre. On essaye toujours d'être optimiste, de trouver des solutions innovantes. Le but du jeu est de toute façon prioritairement de sauvegarder la marchandise une fois qu'elles sont dans les conteneurs. Donc, on essaie de trouver des solutions de branchement sur les terminaux, soit chez Bolloré, soit chez des partenaires, soit chez des partenaires transporteurs. Mais là encore, nous souffrons aussi d'un manque de prise cruel sur les terminaux. Il serait bon que les institutionnels essayent de penser à essayer d'avoir un espèce de buffer sur les terminaux, des terminaux dédiés où justement ils rajoutent quelques prises reefer quand justement nous souffrons de cette problématique de prise. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la question factuelle de l'activité portuaire au Havre et j'espère vous avoir un petit peu éclairé, même si ça ne paraît pas très optimiste, mais en tout état de cause, c'est vraiment factuel et pragmatique. Merci à vous. Écoutez, merci Jérôme et merci Jérémy pour vos interventions. On comprend Alban, oui. Alban, excuse-moi si tu me permets. En fait, je vais quand même conclure rapidement, peut-être pour donner une petite vision de ce qu'on voit, en tout cas sur la partie maritime, de ce qu'on voit à l'avenir et à quoi s'attendre, et notamment après ce lockdown ici en centre-Chine qui a quand même, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup affecté le trade. Donc, bon, tout d'abord, merci Jérôme pour l'expertise sur la partie reefer et le concret, le quotidien de ce que vous vivez. Alors,
pour cette partie-là, donc, ce qu'on doit attendre, ou en tout cas ce qui se passe à l'heure actuelle, ce que je voudrais dire, donc, on connaît tous ces soucis donc, de transit time, ces soucis d'équipement, ces schedules qui ne sont pas vraiment fiables, c'est vrai. Bon, ce sont des mécanismes de marché, c'est mondial, c'est pas de raisons à ce niveau-là. Il y a aussi des raisons, des régulations de la part des compagnies aériennes ou compagnies maritimes qui ont parfois des effets positifs. Mais donc, globalement, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, là, ce qu'on voit en tout cas en Chine et ce qui va impacter un petit peu la demande, ou en tout cas le shipping ici, et donc il y aura un impact sur les blank sailings, c'est qu'en fait, la difficulté, elle est plutôt liée au camionnage, là, en Chine. Donc, pour les imports aussi, c'est un problème hein, pour les imports, et j'entends que ce soit reefer ou autre, hein, même pour du General Cargo, c'est le plus gros souci à l'heure actuelle. À voir comment cela va évoluer. Je vous rappelle qu'on est dans la même situation que début Covid, avec les chauffeurs qui doivent faire leur test PCR, des QR codes à avoir, des régulations qui changent tous les 2 jours, pas les mêmes entre provinces, des chauffeurs qui ne veulent pas aller sur le port de Shanghai parce que s'ils retournent dans leur province, ils doivent avoir 2 semaines de quarantaine, donc pas la possibilité de faire ce qu'on appelle du console truck. On peut faire seulement des trucks full truck. Les prix qui ont boomé et qui ont fait x10 ici en Chine. Et comme je l'ai dit, tension à prévoir un petit peu parce que la congestion pour le moment est toujours présente à l'import, en tout cas pour les ports de Yantian, Qingdao et Pékin. Aussi à prendre en compte que Pékin, quelques cas Covid sont en train d'apparaître. On va avoir des lockdowns. On peut les prévoir, en tout cas, on peut penser que la situation Pékin pourrait s'aggraver, ce qui là aussi donnera une tension, encore une fois, sur le secteur logistique, en parlant import et export de Chine. On va voir la même chose. Maintenant, donc, récemment, depuis une semaine, pour ceux qui savent, le Shanghai, ou en tout cas le centre Chine, le lockdown est levé, l'activité reprend petit à petit. Donc, c'est là que les gens commencent à se dire, OK, ça a été la perspective de marché de dire que la demande allait reprendre et qu'il y aurait un possible retour de flamme. Cependant, pas évident de penser ça parce que, comme je le dis tout à l'heure, la demande globale, notamment sur le marché européen, a quand même diminué, hein, dû à la guerre en Ukraine et à l'inflation, tout simplement, en Europe. Donc, et ça se traduit sur le marché. Mais également ici, les industries qui ne vont pas pouvoir reprendre en full production sur peut-être les mois à venir. Dur à prévoir également, mais c'est très probable que cela se passe de la sorte. Ce qui fait qu'on va voir, vous verrez, en tout cas, c'est ce que vous avez dans le tableau, mais vous allez voir que les prix maritimes vont se stabiliser, voire diminuer. En tout cas, c'est ce que l'on pense. Chute de la demande sur capacité, puisqu'on estime qu'en 2022, la demande ne devrait pas excéder la capacité dans le secteur maritime. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Maintenant, c'est ce que je montre aussi. Donc là, c'est seulement de la semaine 20 à 24 avec l'annulation de schedule. Le secteur maritime, qui est quand même un secteur qui a perdu, en tout cas pour les acteurs, qui a perdu de l'argent pendant des années et qui maintenant est un secteur très rentable, on ne verra pas, même s'il y a une chute de la demande et une surcapacité, il y a de très fortes chances que les compagnies se mettent à opérer ce qu'on appelle donc chez nous les blank sailings et omettent quelques ports là où la demande n'y est pas. Peut-être donc l'idée de retirer effectivement de la capacité pour pouvoir jouer sur ce niveau de prix. Pour information, dans le mois qui vient, j'ai vu les 3 alliances maritimes ont prévu de faire à peu près une 50aine d'annulations de routing. Donc, tension encore une fois sur les équipements, sur le repositionnement des containers vides. Donc voilà, je pense que ça conclut un peu ce que je voulais dire sur le transport en global et sur le reefer. Les points à retenir, toujours cette même situation, un problème de capacité en aérien. Bien que la demande ne soit pas au rendez-vous, en tout cas sur ce Q2 2022. Problème de capacité et de service sur le maritime avec ces équipements. Encore une fois, demande qui chute et possible diminution de prix et amélioration, mais qui est tout de même à
l'ajout des compagnies prêtes à réajuster leur capacité pour quand même garder un marché rentable. Le point positif de ça, tout de même, il faut le souligner, c'est qu'effectivement, comme on le sait, et vous le savez tous, les shipping lines ont eu de très beaux résultats. Cela a aussi permis de modifier un peu leurs bateaux, de commander de nouvelles flottes avec des bateaux qui soient un peu plus, disons, au goût du jour et aux normes CSR qui, en 2021, sont une target pour beaucoup de compagnies. Donc, c'est, disons, le bon point. Dernière chose que je voulais vous montrer, mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas pour le reefer, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais juste une des conséquences du conflit en Europe, c'est une nouvelle route rail qui s'est mise en place. Alors pour le moment, c'est un début, 30-35 jours de transit time environ. Pour notre part, on a un départ semaine, voilà, espace limité. Ça se met en place petit à petit. On évite de passer par la Russie, on évite de passer par l'Ukraine, transbordement à Atto et Bakou et ensuite relivraison en Europe. Voilà. Je ne pense pas que ce soit intéressant ou en tout cas primordial pour le secteur de l'agroalimentaire, mais à noter tout de même que des solutions se créent pour essayer de pallier aux problèmes que l'on voit apparaître mondialement. Voilà, je vous remercie. Merci aussi Jérôme pour tous les points apportés, notamment sur le concret du reefer et de l'export en France. Merci Jérémy, merci Jérôme pour cette présentation sur la logistique maritime. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les prendra après. Now I'm gonna shift in English, and Franny and Johan, you're gonna tell us about like the domestic logistic in China about the food and agriculture product. Please go ahead. Floor is yours. Ok. Bonjour tout le monde. Je vais d'abord commencer un peu en français. Maybe Franny, if you would mind projecting the slides, yeah. Donc, je suis Joanne Chier, je suis directrice financière Asie sur le segment de la santé. Et je suis basée à Shanghai depuis 10 ans et chez Sodexo depuis près de 15 ans. Donc, merci au Club Agro d'avoir convié Sodexo aujourd'hui à la thématique. Et en complément de la vision Bolloré, nous allons plutôt partager en effet le point de vue d'un groupe français qui opère en direct sur le marché interne chinois, donc dépendant peu ou prou des flux import-export en fait. Et surtout, vous partagez aussi l'expérience pendant le confinement strict de Shanghai, où nos équipes ont dû continuer à nourrir coûte que coûte nos hôpitaux qui sont restés ouverts. Et on a pu maintenir nos opérations à flot grâce à je vais donc commencer par vous présenter Sodexo en bref. Puis, je laisserai Franny, notre directrice logistique Sodexo Grande Chine, vous présenter la partie technique de son expérience. Donc, je vais switcher en anglais pour que tout soit cohérent et homogène. So let's start Sodexo. So I want first to explain and try to introduce who we are and what we do, because Sodexo is not really famous as a B2C business, but mostly a B2B business. Franny, would you mind showing the second slide? Yeah. Thank you. Okay, so for Sodexo, for most of people I first meet, it's just a school or hospital or company canteen meal, or just a day job for youngsters during summertime. Okay, so it's very common that nobody really, or few people actually are very much aware what Sodexo is doing. Sorry, Johan and Franny, could you please put the PowerPoint in a full screen? Because. Oh, okay, not. Yeah, no, it's fine. Perfect. Yeah. Okay. So at least we're in the second slide, but I think if you could activate the full slideshow, screen would be better. Yeah, Franny, you have to show the slideshow. Okay. 你要投影。现在呢？现在没有投影，你现在只是就是。Okay. Okay. Okay. So just getting back to that second slide, thank you. So despite its size, Sodexo Group is still a family business, okay, founded in 1966 by Pierre Bellon in Marseille. And the R Group is still under the control of the Bellon family members. Sodexo is the only company in the world with a unique offer on food, but not only. We have been developing over the past 60 years on facility management, benefits and reward services, and personal home solution.
So today, logistics topic is focusing actually on primarily food business, which is actually still standing for 50% of our site portfolios. We provide quality food services to companies, hospitals, schools, university, and we definitely provide retail services as well, food delivery, so a very wide ranges of food services. And it is not a secret that in order to create good food experiences locally with local market, as a service company, we place our guests as the heart of what we're doing in order to offer healthy, varied, balanced meals with seasonal produce. We are very much dependent on the local market. Sodexo actually, globally speaking, is known for his prestigious references, especially in Paris, Le Nôtre, Le Pré-Catelan, Le Jules Verne, in Eiffel Tower. And we do source our ingredients responsibly and sustainably. So our supply chain is most of the time linked to our presence in local markets where we work with local farmers and producers. So quickly, few figures to help properly sizing our business around the world and in China. So around the world, you can see here in our slides, we actually have almost reached 20 billion of consolidated revenue globally in total, okay? We are one of the biggest employer in terms of number of employees, more than 400,000 employees across the world. We are actually impacting more than 100 millions of consumers every day. And we are actually having our business across more than 80 countries across the globe. We are part of the 514 companies, obviously. And we are actually mostly in on-site services. What it means that most of our services are provided at our client location, okay? And most of it, it's business and administrations. Then we have healthcare and seniors, and then education. So these are our main portfolio segmentation. Our presence in the world is first North America, then Europe, and then we have this rest of the world where Asia Pacific and China belongs, and we are actually standing for less than 20% of the overall group share, but we are the most fast growing area in the world. Okay, second slide, quickly, Franny. How about now? Second slide, sorry, third slide. Next one. Slide. Okay. Okay. Okay, so quickly in China, we entered China business in 1995. We are operating across more than 500 sites or locations. So you can see that we are mostly located in Eastern China, okay? It's very similar to most of the foreign companies getting their footprint in China, because it's where most of the population is settled in this area. And our strategy in the coming year is to really to expand further on, especially I think you all heard about central China, Wuhan, and also Chongqing in Sichuan, Chongqing and Chengdu. So there is a kind of a strategy to grow further on and on, not only with food business, but we are also developing another set of services that are adapted to the local market, but with our global references across the globe. That's it for me. I hand over to Franny now. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. This is Franny Fan. I'm in charge of Sodexo China supply chain. Very glad to join the meeting with all of you today. Today, I would like to take this opportunity to share some views how it's going on for imported products, food products during COVID in China from Sodexo supply chain perspective upon my experiences. I will share the following topics and also your questions are warmly welcomed afterwards. Along with Chinese citizens' income increase year by year in last 5 to 6 years, every year nearly 9% increasing.
very strong willingness to improve quality of life become a common trend. We are more focusing on food safety, quality, taste, and nutrition. You could see imported revenue increased dramatically year by year, and imported food representing big share. And sometimes French food become more popular. The representing of total imported food become more and more. You could see Chinese citizens need more extensive products from all over the world to enrich their life quality and food experiences. At the same time, China government made a lot of efforts to implement a measure of favorable policies and measures aiming at promoting open up and high level. During COVID, to ensure less impact on Chinese citizens being infected through cold chain products, related anti-COVID new regulations on cold chain products released in July of 2020. If we take before customs clearance and the products go to market as an example, it shows some differences before and after. Then the Sorry, Franny, we cannot see the slide actually. I think you're still stuck to the slide 3. Okay. You have to go to slide 5 here. Sorry about that. Can you see my screen? Yeah, but you have to go slideshow. It's better if you enlarge the presentation. Yeah, that would be better. Thank you. Go down, slideshow, PowerPoint slideshow, yeah. Okay, let me try again. Franny，你要放大，因为这不是投影，这不是投影的模板。Okay. No, get back, and on PPT you have to click down to slideshow. Share your screen. Yes, already. And you already see? On PPT, down. Yeah, go down on the PPT. Yeah, perfect. Thank you. It's coming? Yeah, it's perfect now. It's coming? Yeah, yeah. Okay, okay, okay. So when the imported products go to market, besides about all the certificates, according to different city policy, tracking information code will be issued by local cities to better track the products flow in the market. In case there is positive case happened, it is easy to be tracked. When the products go to the market, there are different channels to reach consumers. Sodexo supply chains through different dealers to purchase the products also, according our restaurants' needs. For some seafood and pork parts, we direct cooperate with importers so we can gain standard quality of products with sufficient stock. For some products, and the products need to be processed before delivered to our restaurants, we cooperate with reprocessing or repackaging factories to reduce the further processing workload in our distribution center or our restaurants. With the development of mobile internet and online business, e-commerce business expanded dramatically in recent years. Consumer could easily order through e-commerce companies. Of course, different users will choose different channels to purchasing for their convenience and cost efficiency. Due to COVID, long clearance process is needed and the complexity of imported food. Currently, for Sodexo, when we arranged the order, we signed longer-term cooperation agreement with importers to ensure the product's supply continuity. And also, we seek new importers who could offer good service and
and they fully understand Chinese users' needs. Before the products reach the user, the products enter into China local transportation environment. It shows some key characteristics. The first one is the supply chain provider are decentralized. For example, in China, top 100 food supply chain provider take less than 5% of total domestic market. And sometimes, not so much of professional food supply chain company in China market. The second one is that the infrastructure is on the way of improving. Insufficient on standard warehouse and refrigerator wagon for agriculture products. Besides, considering the cost of transportation, even during the transport, the intermittent cold chain happens time by time. It may impact the food quality and further shrinkage of the port. Shrinkage, yes, shrinkage. For example, the shrinkage of fruit and vegetables come to 20% to 30%. Now, in recent years, we are glad to see the good trend in some investment. The number of the refrigerator wagon and standard cold storage warehouse increased a lot, and such kind of investment keep ongoing. The third one is that in the cost of transport, there are so many links. The products need to be loaded and unloaded many times. It generate additional shrinkage, low efficiency, and high transportation cost. Especially during COVID, the driver need to be ensured the healthy declaration, such as 48 hours COVID test report. If the drivers pass by high risk or middle risk area, the defined days of quarantine is mandatory. So more drivers and workload involved in the transport, more complicated situation happened. In recent years, along with e-commerce company enter into agriculture field, which bridge the farmers and consumers directly through industry technology solutions. Reduce the middleman, which is going to be huge market for giant e-commerce company competing for it in the coming years. Based on the situation, we experienced latest wave of COVID start from this year, March. The outbreak happened in Shanghai and around Shanghai cities in China East. The city being lifted just several days ago. Today is my first day in office after 2 months work at home. In Shanghai, there are 25 million population live here. At the beginning of lockdown, the city remains stock within the city being consumed. After 10 days around, the serious food shortage happened in the city, especially fruit and vegetable. As in China, vegetable price is quite low on the farm. Logistic and transportation fee takes half or even more than half of selling price of vegetables in the market. So there are very serious food shortage in Shanghai at that time. Why such kind of issue happened?
I would like to take a tomato as an example to explain the situation of food transportation and logistics at that time. When the tomato being transported from the origin to premier or secondary wholesale market, it crossed several provinces to Shanghai through highway or province road. At that time, there were several reasons to impact delivery to Shanghai. Firstly, the transport paths need to be checked and highway point by point, but there were no valid transport paths nationwide. Secondly, highway or province road was not running smoothly. Some of the highway rest area are locked, even highway being locked. The third one, and most important one, is that once the driver delivers the vegetables to Shanghai, after he went back to his home, 14 days home quarantine is mandatory. That means half the month he has no income. Besides, empty return trucks due to Shanghai lockdown. No goods need to be delivered out of Shanghai, from Shanghai. All above reasons, it impacts the food being delivered to Shanghai. If all the transport fee was 3 to 4 times than before. So at the final, much less food being delivered to Shanghai. Let's look at the situation within the city. To well control the COVID situation, special permission was requested for food enterprises or logistics companies, with limited number of the company being listed by CTCDC, who could operate during COVID lockdown. And the driver and the trucks need to get special permission as well, so they could deliver food products within the city. So in Shanghai, at that time, much less food company and logistics operated at that time. So Sodexo worked with vegetable vendors closely and direct order the tomato from origin city or farm. The vendor could deliver the vegetable truck by truck. At that time, all the wholesale market, wet market is locked down. So we need to arrange all the products from the farm direct to our distribution center. And the distribution center got the special permission to deliver food to our site, to ensure all our sites operate smoothly at that time. Glad to see currently all the vegetable and products already price is decreased, and the logistics fee was decreased as well. So we nearly come to normal. With the huge Chinese citizens' demand, we need more diverse and healthy food from all over the world with digital solutions. And China gives great importance to import through continually lower tariffs and institution transition costs, develop demonstration zones to attract more high quality goods from all over the world. So we are waiting for more delicious French food coming to China. Thanks all for your listening. That's the sharing from me.
Thank you, Franny, and thank you to have explained us the nice trip of the tomatoes during Shanghai lockdown. It's very interesting. And thank you to Johan. Benoît, je te laisse ouvrir ton micro et nous donner un peu ton retour d'expérience de ton côté, toi qui étais un peu plus à Pékin. Tout à fait, mais merci Alban. Alors merci à tous parce que les présentations étaient très intéressantes et j'ai bien apprécié les éléments de la présentation de Sodexo, par ailleurs, qui se rapproche un petit peu de la mienne dans un sens où aujourd'hui, bon, alors rapidement, je m'appelle Benoît Vaillant, je suis directeur général de la Cooper en Chine. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'une de nos activités en Chine, à savoir la situation de notre usine de salaison qui est en Jivy et située à côté de Pékin, dans la ville de Pinghu très précisément. Et évidemment, par rapport à la logistique et à la situation Covid en Chine, quelles sont les répercussions éventuelles, on va dire, sur le périmètre de cette unité. Donc, brièvement, dans cette usine, nous produisons de la charcuterie française, entre autres sous la marque Brocéliande. Et il faut dire que notre cahier des charges nous amène à dépendre d'un approvisionnement en matières premières depuis notre filière de porc élevée sans antibiotiques depuis les élevages de nos adhérents Cooper France. Donc, évidemment, pour faire suivre à la présentation de Sodexo, quelque part, c'est sûr que notre chaîne qui part de la France et qui vient en Chine, automatiquement, est aujourd'hui très sensible aux problèmes logistiques, à la fois maritimes et évidemment locaux également. Donc, évidemment, à l'origine, nous avons des contrôles mis en place sur le lieu de départ. Alors, fort heureusement, on va dire, on est une société qui sait réagir vite. Donc, le protocole qui a été mis en place dans nos unités en France nous permet d'éviter une rupture dans la chaîne et d'avoir des incidents. Mais pourtant, évidemment, comme notre viande provient de Tianjin et de Shanghai, vous comprenez que dans la situation actuelle des choses, forcément, les villes portuaires sont beaucoup plus sensibles que les autres villes d'une évolution Covid qui devient à date un petit peu incertaine. Donc, le transport de nos viandes importées depuis ces villes a été parfois bloqué. Donc, alors, pour le moment, nous n'avons pas eu de soucis de rupture de chaîne, donc on a été jusqu'à présent approvisionné correctement, mais ça vient aussi d'une planification et d'une anticipation, puisque la situation n'est pas récente, même si le lockdown de Shanghai est venu évidemment perturber fortement les choses. Tianjin, une fois, 2 fois également, des incidents qui sont venus perturber également notre chaîne, mais quand bien même on a su trouver des solutions pour récupérer notre stock importé. Donc, et comment? Eh bien, c'est tout d'abord avec, évidemment, au niveau des autorités, une mise en place de laissez-passer pour les viandes importées qui nous permettent évidemment de faire venir nos produits sur Pékin. Donc, pour information, c'est vraiment très détail, mais il faut 2 jours pour une demande de laissez-passer. Bon, c'est quand même relativement court au regard de la longueur de la chaîne d'approvisionnement. Et après, il nous faut attendre 7 jours avant de pouvoir sortir la marchandise du port de Tianjin. De la même façon, nos viandes sont enregistrées sur une plateforme de la chaîne de froid de Pékin. Évidemment, donc, comme ces informations sont disponibles à n'importe quel moment dans le système gouvernemental, il est extrêmement facile à un moment donné de retrouver un lot qui a été importé en même temps éventuellement qu'un autre lot qui a eu un problème, et donc du coup on peut et on sait trouver d'ailleurs bloqué sur
sur un lot du fait de cette situation-là. Donc, les transports de viande, à partir par exemple du 1er avril, avaient été interdits d'utilisation jusqu'à ce que l'on complète 3 séries de tests Covid. Donc tout ça, ça a duré 6 jours. À partir de la notice, il nous a fallu compter 6 jours supplémentaires pour pouvoir faire sortir dans la marchandise une fois que les tests étaient validés négatifs. Alors, évidemment, très récemment, l'évolution de la situation pandémique à Pékin, donc évidemment, nous a encore ajouté une couche supplémentaire sur un arrêt complet des transports vers Pékin, dans la mesure où il fallait un test PCR, une quarantaine en retour de Pékin pour le chauffeur qui venait sur Pékin. Donc, vous comprenez qu'à un moment donné, au début de cette situation-là, on a eu du mal à trouver des chauffeurs volontaires pour pouvoir nous ramener les containers sur Pinghu, évidemment. Donc, comment ça s'est solvé? Par une augmentation énorme du prix du transport. Mais quand bien même, on a réussi à éviter une rupture de production. Mais bon, les équipes, clairement, aujourd'hui, sont obligées d'être ingénieuses, flexibles, inventives et puis rapides pour arriver à trouver des solutions qui soient soutenables. Et aujourd'hui, bon, si vous voulez, vous comprendrez que aujourd'hui c'est comme ça, demain ça risque d'être un peu différent. Donc on est évidemment sur une tendance au niveau de la logistique à jongler sur une situation que alors évidemment on parlait des conséquences, enfin en tout cas de la suite des événements dans les semaines, dans les mois à venir. Bon, il faudra continuer à faire preuve pour nous de flexibilité et d'intelligence, parce que ces situations-là pourront revenir à n'importe quel moment, n'importe où en Chine. Ça, il faut le savoir. Alors, j'ai parlé de la logistique, évidemment, de marchandises importées. Je ne parle pas de la partie produit fini, parce que finalement, nous avons su, comme le disaient mes collègues de Sodexo, en fait, continuer notre chaîne d'approvisionnement de nos clients sans rupture. Donc, en local, on va dire que forcément, c'est l'impact du prix, clairement, qui nous affecte aujourd'hui. Il y a eu une inflation astronomique sur les coûts de transport, doublé, triplé, tout dépend du moment, tout dépend de la situation. Mais en tout cas, quand bien même, on arrive à faire le job et à continuer à servir nos clients, ce qui est quand même plutôt une bonne chose à ce stade-là. Donc, si vous voulez, voilà le schéma, on va dire, d'une société comme la nôtre qui est implantée en Chine. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée, on s'adapte. On va dire qu'on n'a pas trop le choix. On espère quand même que les chaînes d'approvisionnement vont se réduire. Certes, on parlait tout à l'heure Jérôme nous a parlé des délais maritimes. Bon, aujourd'hui, on parle plutôt de 8 semaines. On était à un moment donné entre 12 et 14 semaines pour un container reefer. Aujourd'hui, on est à 8 semaines, on est presque content. Il faut savoir qu'on parlait de 45 à 50 jours avant. On a quand même évolué sur le transport de façon énorme. Donc, du coup, ça nous pose un problème, évidemment, au niveau de notre planification et d'anticipation qui est réel. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour des gens comme nous? Aujourd'hui, sur notre filière sans antibiotiques, on reste évidemment sur un approvisionnement automatiquement du fait de notre cahier des charges depuis nos élevages en France. Par contre, ce qui est certain, c'est que sur les produits qui ne sont pas sur une filière sans antibiotiques, automatiquement, en tant que producteur en Chine, on se retourne évidemment vers un sourcing de plus en plus local
et pour évidemment pallier à ces problèmes logistiques. Donc voilà la situation aujourd'hui de notre opération en Chine. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que voilà le témoignage que j'ai à donner. Je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Je pense qu'elles ont déjà. C'est un complément de ce qui a été dit un petit peu avant. Et voilà où on en est aujourd'hui. Merci Benoît. Bah, écoute, c'était très clair. On va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le Q&A ou dans le chat. Oui, je vais commencer moi simplement par une première question, peut-être pour Franny. Franny, I would like just to ask you the first question. Are we back to normal in terms of restriction for the domestic transportation around Shanghai, or do we still have a lot of restriction? Et Benoît, tu pourras aussi mettre ton input. Go ahead, Franny. Currently, actually, at the beginning of May, China Logistic Bureau nationwide already released very clear message to ensure highway and the province road smooth at that time. So start from May, middle May, highway and the roadway and the province road come back to normal nearly. And start from June 1st, within Shanghai, all the transportation, transport and logistics come back to normal. So currently, whatever auto Shanghai, the products could deliver to Shanghai as usual, and within city, we nearly come back to normal. Yeah. Okay, so if we take the example of your cute tomato, it should be basically no issue to be delivered very fast. And Benoît just mentioned that the price of domestic transportation skyrocketed. Did the price decrease or are they still high? Yes. Regarding the price, the vegetable origin price decreased, but the logistic fee, transportation fee, still higher than before. So during the peak period of COVID, nearly 3 to 4 times the logistic fee, but now nearly 1.5 higher than before. So compare with the price, the selling price compared with March, still a little bit high, but nearly 5 to 10% for vegetables, 5 to 10% higher than March, but much better than May and April. Okay, thank you. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Parce que je vois que vous êtes encore 72 présents. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le Q&A. Ou dans le chat. Alors moi, je confirme ce que Franny disait. La logistique sur Shanghai a toujours enfin, elle n'a pas été arrêtée longtemps. C'est plus l'activité économique qui nous a fait que, évidemment, les expéditions ont diminué. Mais par contre, la logistique a toujours été capable de trouver des solutions. C'est la beauté. Très bien. Alors, on a une question. Jérôme, je ne sais pas si vous voyez la question dans le Q&A ou pas. Sinon, je vais vous la lire. Donc, pour Jérôme, vous avez parlé de beaucoup de containers endommagés. Pouvez-vous élaborer un peu sur ce point? Oui, alors je n'ai pas les données tangibles des compagnies maritimes puisque cela dépend effectivement des sources d'approvisionnement des conteneurs. Je ne vais pas, entre guillemets, dire que des conteneurs en provenance de Chine ou versus des conteneurs en provenance d'US sont plus ou moins détériorés. Ça, je ne le sais pas, donc je n'irai pas sur ce terrain. Par contre, une chose est sûre, c'est que la qualité des conteneurs effectivement se dégrade au fur et à mesure qu'ils font des tours du monde et que ce qui pose véritablement problème, encore une fois, ça de tout temps, les conteneurs endommagés arrivent sur les terminaux européens et sont réparés généralement sous 2-3 jours. Maintenant, il faut compter entre 8 à 10 jours pour réparer les conteneurs du fait du manque de dockers
justement pour acheminer ces conteneurs des terminaux sur les entrepôts privés des terminaux. C'est plus dans ce sens-là que nous sommes impactés par rapport au nombre réel de conteneurs endommagés, puisqu'il peut y avoir des séries de conteneurs sur 300 conteneurs qui arrivent au Havre, Reefer par exemple, 200 seront propres à repartir directement sur l'export, et sur d'autres séries, sur 300, peut-être que les 300 seront vraiment en mauvais état et demanderont des réparations. Très bien, mais écoutez, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question, Alban, si tu permets. Bien sûr. And maybe I'm going to switch in English because it may also be a question for Franny or for Benoit or even for Bolloré. What, if there are, if any, what are your main learnings from this crisis in terms of logistics? The situation which happened, where we had a city as big as Shanghai was completely locked down, is it going to push you to adapt to your organization? Benoit, you mentioned flexibility. In practical terms, what does it mean? Does it mean diversifying the source of sourcing, the source of storage, or whatever? In practice, how do you see the adaptation to the risk of this situation happening again? Thank you. By me, I would say that first, we've been taken a decision for an air freight that was supposed to land in Shanghai, let's say this summer, to switch it to another airport, as simple as this, and to prefer Guangzhou rather than Shanghai because of a possible evolution of the situation, and again, a potential lockdown or difficulties with Shanghai. Because anyhow, whatever, who, and even if you talk about the person, because we've talked about merchandise, but the person as well moving out from Beijing will now have a 14 days quarantine, potentially in some cities, and going to Shanghai, then you return to another city, then you will have those 14 days potentially as well quarantine, meaning that at the end of the day, skipping Shanghai on the short-term shipment will be obviously a decision. Merci Benoît. J'ai une question pour Jérémy. Jérémy, je ne sais pas si vous voyez le Q&A. Yes. Ok, Ningbo. Obvious. Yes, so I will reply here in English. So speaking about Ningbo port and the congestion that we are seeing, so indeed it's true, but it is part of the flexibility that Benoit was saying before. Or, I mean, when you have a port like Shanghai, which is top 3 in the world, and most of the trade are going through this port, and now it's in lockdown for 2 months, and all the activity is reduced. Of course, what we saw, which is for general cargo or reefer, etc., that a lot of volume has been switched to Ningbo at first, and especially for what we call the console shipment, because all the CFS in Shanghai was completely closed, no in and out in the warehouses. So Shanghai was still running at this moment. The biggest issue of these ports in these 2 months was the trucking. No in and out possible for the trucking part, or at least for the few who can, they didn't want to. They just didn't want to, as Benoit was saying, having 2 weeks of quarantine for the trucker is not an option. It's super hard to find resources. And once you find it, just to give you an example, you could have a pickup cost, which was around 1,200 within Shanghai city, reach maybe 8,000 to 10,000 sometimes, depending the time, to do the same kind of pickup. So price was just skyrocketed. So indeed, a lot of cargo has been shifted to Ningbo, either for the export and the import. And yes, it appears that there is a lot of congestion.
We move as well some cargo, some even try to move cargo through actually Yantian port. So you imagine the distance is quite crazy, and to Qingdao as well. So will it be an issue on the rate, and this is what will have an impact on the rate later? No, not especially, because the market, and especially for the sea freight, the market is demand and supply, so it has nothing really much to do with the congestion in Ningbo. And now actually Shanghai is reoperating more and more smoothly, I will say, and the volume switched to Ningbo will now be back switched to Shanghai step by step. I mean, in the coming months or 2 months. You will still have some issue regarding the trucking again. So to bring the container, pick up, send the cargo into warehouse. Some warehouse will continue to probably work in a closed loop. This is what we saw during these 2 months, meaning that the people need to stay in the warehouse. So you have way less people working, plus they have to sleep there. Something that for us in Europe, for example, we couldn't really imagine, but it has been 2 months that some people are in warehouse now. So yeah, globally, Ningbo is going to see a congestion, Qingdao a lot. Now the port in the South China, this is not what will change regarding the sea freight, and this regulation is more about capacity on the market, and this is more by shipping line mostly to handle these parts. Okay, merci. I reply correctly to the question. I think it was fine. It's clear. Okay. Hello. Yeah. Fanny, go ahead. Actually, really is through the COVID experience, whatever this wave or Wuhan wave, we learn a lot. Firstly, good vendors is very, very key for us. We need to keep the transparency to the vendors and the client and get their support. And you can imagine when we overcome a lot of difficulties, actually the vendors support us a lot, and the client, they fully understand our difficulties and help us to overcome and make the adjustment. So whatever vendors, client, we take as a whole to meet the difficulties. This is one. And secondly, in China, during COVID, we need closely monitor the media and the news, especially from government. They released a lot of news, and which is related, if it is related with your business, we need close monitor the news and foresee the changes will happen and make the preparation in advance. Really foresee the risk and potential issues, make the forecast and store up some and prepare some replacement actions. For example, in last 10 years, I think for Sodexo, we never store up fresh products for vegetables, fruit. We only keep the stock in vendors' warehouse. But during COVID, actually, we stock nearly 100 tons, 50 tons or 100 tons vegetables in our warehouse. So we need to prepare for the changes and the shortage, and to be more diverse, flexible. And the flexible also means we work with the vendors and we keep things moving forward. When the Shanghai lockdown actually announced 2 hours before we heard the news, all the vendors and clients, we worked together and delivered products to our client set. We got vendors, client, all the support. So this is the 3 key learnings from Sodexo. Thank you. Thank you, Franny. It's very interesting also to have your feedback on that. Écoutez, je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Sinon, on va clôturer ici. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question en ligne? Non, pas de question.
Écoutez, merci à tous nos intervenants. Merci à vous de nous avoir suivis encore en ligne. Vous étiez très nombreux à être présents et inscrits. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain Club Agro avec plaisir. Merci à tous. Voilà, au revoir. Merci à Au revoir à tous. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Bye, Franck.